Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio des défis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 novembre de l'année 2015. Merci de votre fidélité renouvelée à Cap sur table. Branle-bas, bien sûr, de combat au sein des partis et alliances des partis politiques à 3 mois de l'élection présidentielle. L'heure est à la désignation des candidats et à la définition des stratégies électorales. La pré-campagne électorale bat son plein. Rares sont en ce moment les partis politiques qui sont parvenus à s'entendre bien sûr sur les noms de leurs candidats. En tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. De l'Alliance pour un Bénin triomphant habité qui a déjà fait son choix, de même l'Alliance FCBE et qui a fini par trouver un consensus bien sûr. Lionel Zinsou est le candidat donc de l'Alliance au pouvoir. Il y a également des candidatures qui n'ont pas besoin forcément bien sûr des partis politiques comme Patrice Talon et également Sébastien Adjavon qui sont également pourquoi pas dans la course. Invité donc de ce numéro de carte sur table, honorable Hassan Seibou, député des 3e et 4e législatures, conseiller politique du président Abdoulaye Bio Tchane. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, et réclamez du silence autour de vous. Au micro, Hospice Rounou de Dravo. Une fois encore, bienvenue à vous tous. Voilà, honorable Hassan Seibou, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice Dravo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous connaît, je l'avais dit dans les couloirs de la radio, pour vos humours, vos petites taquineries, mais surtout pour votre franc-parler et surtout. Alors, vous n'avez pas changé, honorable? Non, pas du tout, c'est une nature. C'est ça. On ne change pas une nature. D'ailleurs, je vais vous rappeler tout à l'heure une célèbre phrase que vous avez sortie en septembre dernier lors de l'université des vacances du PRD, le Parti Renouveau Démocratique. Vous dites, si quelqu'un est aussi culotté pour vous dire qu'après lui, c'est lui, dites-lui alors qu'après lui, c'est sans lui. C'est quoi vous voulez dire par là? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier sincèrement de m'avoir invité. Yeah. De faire cet honneur-là à l'Alliance ABT. C'est vrai, cette phrase que je lâchais était circonstancielle et répondait, comme on dit, à la bergère. Le berger répondait un peu à la bergère. Rappelez-vous que il y avait des membres du gouvernement, en tout cas ceux du FCBE, qui en ce moment-là répandait partout un slogan qui était célèbre aussi, que après nous c'est nous. Ça signifie après le pouvoir du FCBE, après Yahi, c'est nous le FCBE. Ça veut dire, et quand on dit après nous, c'est qu'il y a les autres. Donc après eux, c'est pas les autres. Et si quelqu'un peut ne pas considérer le minimum du jeu politique, le minimum de ce que Dieu peut faire, et il se permet de dire qu'il est chu et il faut que ce soit après lui, que ce soit lui, j'ai dit c'est culotté ça. Alors dites-lui aussi, et ce sera sans l'arrogance, aura eu une réponse aussi arrogante que celle qui a été affirmée là, c'est ça. De lui dire après lui, c'est sans lui. Parce que quand j'étais allé à l'université de vacances du PRD, il y avait un slogan ce matin là où eux aussi criaient après vous, c'est sans vous. Il dit, ça, c'est une réponse du berger à la bergère. Donc, je l'ai reprise à ma manière pour mieux l'expliquer, pour mieux l'exprimer à ma façon. Voilà qui est clair, mais désormais, honorable Hassan Seibou. Alors, vous êtes conseiller politique du candidat Abdoulaye Bio Tchane. Les couvertures médiatiques ont démarré depuis le 18 novembre dernier. Votre parti Habité a dénoncé la décision numéro 15052 de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2016. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement dans cette décision? Bon, je voudrais d'abord dire clairement que nous ne condamnions pas la HAC d'avoir pris une décision réglementaire d'une période aussi sensible que la pré-campagne et même bientôt pour la campagne. Nous disions que le contenu de la décision
créer un problème. Et nous reconnaissions dans le préliminaire et même dans notre communiqué que la HAC s'est basée sur des lois existantes. Évidemment, elle a fait appel au code de l'information et au code électoral pour bâtir sa décision. Mais vous savez, entre ce que dit, quand la loi dit quelque chose, une expression, on met une expression, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Si on ne réunit pas les organes de presse et tout le monde pour dire ce que nous entendons par telle chose, c'est ceci. Par exemple, quand on dit qu'il est interdit dans cette période-là de rapporter les promesses électorales, il faut dire aux gens c'est quoi une promesse électorale. Parce que sinon, les candidats doivent faire connaître leur programme en ce moment, les discuter, dire quels sont les défis qu'ils veulent relever. Et tout le programme d'un candidat est pratiquement une promesse. C'est ça. Alors ça veut dire qu'on peut interpréter que dans cette période-là, il ne faut pas couvrir des événements dans lesquels les candidats ont parlé de leur programme ou parlent de ce qu'ils veulent faire. Nous estimons que ce n'est pas opérationnel. Donc, nous ne jetons pas une pierre sur la HAC. Oui. Non, ils sont dans leur devoir et dans leur droit. C'est vrai que l'article 4 de cette décision dit il est formellement interdit donc à tous les médias de relayer, par exemple, vous l'avez si bien dit, les promesses électorales, les spots et les encarts publicitaires, les appels à voter pour tel ou tel candidat, les émissions et surtout les discours donc des potentiels candidats. Alors vous comprenez que s'il faut appliquer strictement cette décision, les candidats devraient se taire, puisque ce n'est pas aller parler dans un coin comme dans une gourde, on ne vous entendra pas. Il faut parler dans un micro, on va vous entendre. Parce que ceux qui tiennent le micro et le commentaire et la presse, c'est les faiseurs d'opinion que sont les organes de presse, que sont les journalistes. Si un journaliste ne se sent pas un peu libre de faire son travail, ça va être compliqué. Nous avons, dans ce sens-là, par exemple, déplorer que, même si c'est de la loi que cela relève, je dis encore une fois, le fait de dire à quelqu'un qui ne doit pas parler de ses promesses, c'est une mauvaise chose. Le fait de dire aux journalistes de ne pas couvrir, même si c'est un encart ou sport, il ne doit pas faire voir ça à la télévision, mais alors qu'il va à une manifestation, ils ont autorisé des réunions et autres. Oui. Mais les réunions politiques, c'est l'occasion pour aussi exhiber ses atours. Alors, comment quelqu'un peut-il venir, un journaliste peut-il venir couvrir une manifestation qui est même autorisée, puisque les réunions sont autorisées, et ne pas faire transparaître ne serait-ce que l'image ou le portrait du candidat, parce que dans ce cas-là, même le portrait du candidat, même sa photo est déjà quelque chose qui devait être interdit si on allait au fond de cette décision. Ce que nous avons voulu plutôt signifier, c'est qu'il y a là une absurdité dans des décisions par rapport à la réalité. Nous ne sommes pas à la HAC de corriger aujourd'hui peut-être, mais à la HAC de savoir que ce que la loi a dit ne paraît pas très clair et qu'il faut donc soit être indulgent avec les journalistes, mais aussi commencer la réflexion de voir comment on touche cette affaire. Parce que les journalistes, nous l'avons dit, ce n'est pas une manière de faire la cour à des journalistes, mais c'est des périodes d'événements où chacun d'eux arrive à faire quelques accords quand même pour aller couvrir des événements, pour enflouer un peu les ressources. Nous avons estimé que la réalité du pays, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources affectées aux organes de presse qui se battent. Donc quand l'occasion doit venir pour qu'un peu ils tiennent debout, il faut le leur permettre. Il ne faut pas être trop dur. Parce que si la loi paraît absurde dans ce qu'elle dit, on a nommé des gens pour les appliquer et qui doivent faire appel à leur intelligence. Tout à fait. C'est comme une loi et un juge. Pourquoi on nomme un juge quand tout le monde est censé connaître la loi? C'est qu'entre ce qui est dit dans la loi, la réalité et parfois les interprétations de la loi, il y a un écart.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de celui qu'on appelle le juge, qui essaie de regarder la réalité, de regarder la loi. Ce à quoi nous invitions la HAC, c'est beaucoup plus à ça. Alors, pensez-vous que la HAC en fait un peu trop aujourd'hui? Parce que vous savez, la HAC a fait la une des journaux ces jours-ci, suite à la fermeture de 2 journaux, le Matinal et puis l'Enquêteur. Heureusement que les mesures conservatoires ont été levées. Vous pensez aujourd'hui qu'on a trop de pouvoir à la HAC et surtout, voilà, on n'associe pas tellement les journalistes. C'est le président de la République qui nomme le président de la HAC et puis c'est purement politique à des moments donnés. Oui, mais vous savez, c'est vrai, on ne peut pas vouloir de la force publique et en même temps refuser l'existence de la gendarmerie, de la police et autres. Oui, dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'une réglementation pour que tout le monde ne déraille pas dans tous les sens. Oui. Si aujourd'hui on dit la HAC n'existe pas, le policier ne va pas exister pour le journaliste. Mais il y a que nous sommes dans un contexte béninois, caractérisé par le fait de vouloir une chose et parfois de ne pas la soutenir. Quand vous prenez ce pouvoir-là, que nous savons très dangereux, pour tout homme, la presse, la plume, c'est plus dangereux que le fusil. Le fusil vous tue tout de suite et on n'en parle pas. Mais quand un journaliste vous abat, ça vous suit jusqu'à vos enfants. Donc, ces gens-là font un travail, c'est pas parce que je suis dans votre studio, mais c'est très dur de travailler, de ne pas avoir de ressources et tout ça. Mais la HAC, elle, dans ses décisions, doit en tenir compte parfois et savoir aussi que l'État n'a pas encadré le journalisme dans le pays avec des écoles. Parfois, vous êtes forcé d'aller à l'étranger, de chercher des bourses, et on sait comment il faut avoir des bourses dans ce pays. Il n'y a pas, c'est maintenant que quelques privés font des centres de formation de journalistes, et il faut avoir de l'argent aussi pour y aller. Les meilleurs parmi vous auraient pu ne jamais y arriver s'il n'y avait pas eu cet accès facile au journalisme. Mais ils auraient pu arriver mieux s'ils étaient passés par des écoles. Ceci dit, lorsque, par exemple, vous dites la HAC, elle prend trop de pouvoir, oui, peut-être la loi lui a donné. Mais c'est ça qui est le problème. On a fait 25 ans d'expérience. Si on ne peut pas avoir même l'amabilité, je veux dire, mais le devoir de revoir notre parcours, de regarder nos textes et de regarder notre réalité pour les adapter, nous ne serons pas responsables. C'est en ça que j'aime quand Abdoulaye Biotchane dit qu'il faut ramener le consensus, il faut ramener la confiance. Justement, le président Abdoulaye Biotchane a dit ouvertement que certains candidats se cachent justement derrière leur fonction de ministre et utilisent les moyens de l'État. Pensez-vous qu'on peut lutter efficacement contre cette pratique Exactement. Et qui doit normalement sanctionner? Dans la conférence que nous avons donnée, l'un des points en dehors de ceux dont j'avais parlé, c'est de dire, mais quelle disposition prend la HAC pour que des gens qui sont en fonction, qui utilisent les moyens de l'État et qui ont la presse avec eux nuit et jour, et comment on peut faire dans cette période-là pour éviter que eux ne profitent de cette situation pendant qu'on étouffe les autres qui n'en ont pas. C'est ça. Lors de la discussion avec le président de la HAC, il disait, non mais, dans ce pays, quand il y a une décision, quand vous faites quelque chose qui est bon à 90%, les gens disent déjà que tout est mauvais. Il dit oui, mais ça, le taux est bas. À 99%, s'il y a 1% pour lequel qui me gêne, moi, pourquoi vous refusez que moi je dise que le 1% me gêne? C'est la même chose ici. Il n'est pas concevable dans notre démocratie aujourd'hui de vouloir appliquer les textes tels on les a rêvés dans d'autres pays, parce que nos réalités sont autres. Donc il est bon de toiletter aujourd'hui les textes, parce qu'un premier ministre, nous avons aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un premier ministre ou un super premier ministre qu'on vient d'investir. Écoutez, il va utiliser les hélicos, il va utiliser tout ce qu'il y a à la disposition de l'État pour dire qu'il est en train de faire connaître le programme de l'État.
aller poser des actes, inaugurer des choses, commencer des investissements dans cette période, faire les premières pierres. Tout ce qu'on peut faire pour attirer l'attention, lui, il peut le faire. Mais comment arrête-t-on, quelle est la frontière qu'on fait entre ces actions-là et les propagandes, ou la préparation des élections? Donc, il y a là, soit la loi se tait, ou la HAC doit, dans ce cas-là, être vigilante pour rappeler. Malheureusement, la HAC est une institution et c'est là que tout le danger se trouve. Si vous ne saisissez pas la HAC, elle peut se taire. Elle ne se tait saisie que souvent quand ça l'arrange aussi. Écoutez, nous sommes dans ce pays, personne ne peut se cacher à personne. Nous connaissons, nous savons les dessous de comment chacun arrive à son poste. Nous interprétons parfois les réactions de la HAC comme étant des positions parfois rangées, je ne dis pas, mais selon que ça intéresse quelqu'un, il peut voir un acharnement contre lui ou pas. Le matinal verrait un acharnement. Peut-être qu'il y a d'autres organes de presse qui ont écrit pire que le matinal et qui n'ont pas été inquiétés. Tout à fait. Mais si vous regardez dans le fond, ce que nous cherchons, c'est d'avoir une institution crédible, qui soit un arbitre accepté de tous, et non parfois prendre des décisions. Et la HAC, ce n'est pas cette HAC-là seulement. La HAC nous a habitués parfois à des décisions épidermiques, enfin, vous m'excusez, plus ou moins controversées, qui laissent croire qu'ils protègent quelqu'un, ou qu'ils reçoivent des instructions de quelqu'un. Il n'y a pas de confiance entre les institutions. Ça, il faut ramener entre la population et les institutions. Parfois, il y a ce gap-là de confiance où on suspecte toujours l'institution dans son arbitrage, surtout quand elle ne prend pas des gants. Et c'est cette précaution-là, tout ça là que nous concerne. Nous n'avons pas fait une conférence de presse de condamnation de la HAC. Nous avons fait une conférence de presse pour attirer l'attention sur les difficultés et dire à l'opinion, à la HAC, aux journalistes et à tous qu'il faut qu'on commence à réagir quand une telle décision est prise pour montrer les difficultés qu'il y a et chercher les voies. La voie la plus royale, c'est celle de modifier la loi. C'est ça. Mais on ne modifie pas la loi si un coup de tête, le président de l'Assemblée ne se lève pas seul ou bien les députés pour faire. Il faut que quelqu'un qui est dans l'organe, dans la profession, essaye de quand même lever le problème. Et il n'y a pas meilleur que la HAC pour dire, attention, chaque fois que nous prenons telle décision, voici les difficultés qu'on a, et amener l'État à initier, ou quelques députés à initier des modifications de la loi. C'est ça. Voilà. On comprend, honorable Hassan Sibou, nous allons peut-être fermer une parenthèse par rapport à cette décision de la HAC pour évoluer un peu dans le débat. Vous savez, le 4 novembre dernier, la Cour suprême, par un délibéré, a rétabli l'Alliance ABT dans ses droits. Elle obtient désormais un conseiller de plus dans l'arrondissement de Maningri. Ça a été une rude bataille, honorable Sibou. Bien sûr, c'est une bataille plus ou moins honteuse d'ailleurs. Ah oui. Oui. Pour une fois, j'ai été choqué, très choqué, du fait qu'un organe chargé de délibérer applique une formule qui n'existe nulle part. Vous ne trouverez pas dans la répartition, les modes de répartition des sièges, quelque part où un nombre pair de sièges, par exemple, pour le cas présent, 4 sièges, et en présence 2 listes, et on répartit les sièges. Si quelqu'un bat l'autre de 1% d'une seule voix, il doit prendre 3 sièges sur 4. Ça a été appliqué comme ça partout. Mais quand on est arrivé sur le cas de Maningri, on a fait 2-2. Comme si on ne sait pas quelle décision il faut rendre. Pourtant, la Sénat avait ses hommes sur le terrain qui ont couvert. Et il y avait les fiches de déploiement et tout. Il y avait le résultat affiché dans l'arrondissement là-bas que toute la population a vu. On a appliqué la loi jusque-là. Mais quand il a été question de répartir les sièges, on fait 2-2. Et quand on examine la chose, c'est que en faisant cette répartition de 2-2, ça permettait au FCBE de prendre la mairie parce que c'était une différence d'un siège. C'est ça. Oh, ils ont été battus.
Donc, ce que la Cour suprême a fait, c'est le rétablissement du droit de l'Alliance ABT. Et à la Cour suprême, puisque c'est des séances aussi publiques, si vous avez pu voir, on a dit, quand la Sénat est rentrée, on a dit, c'est une erreur matérielle. Une erreur matérielle. Oui, erreur matérielle écrite et transcrite. C'est une erreur matérielle. Tout le monde dit non, il n'y a pas de débat, c'est une erreur matérielle. En ce moment, on a déjà installé le maire, élu illégalement dans ce cas, sur la base d'une erreur matérielle. Quelle erreur matérielle? Sur la base d'un montage simple. Et si on a eu une Sénat qui doit durer dans le temps pour traverser plusieurs élections, c'est le résultat d'un processus qui voudrait que les gens, les 5 membres restent impartials, qu'ils essayent de ne pas subir la pression des autres et fassent leur délibération en toute confiance. Mais ça crée déjà une crise de confiance. Si on peut faire une telle délibération, tout le monde peut craindre que même au présidentiel, il s'asseye dans un coin pour donner un résultat et dire en attendant d'aller devant une cour. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet-là. Les rumeurs, c'est pas encore confirmé, peut-être avant de nous le dire, disent que c'est le fait d'avoir voté pour mettre Adrien Mbedji président de l'Assemblée nationale qui a fait que, bon, on parle de haute trahison, même acte de haute trahison de la part des forces copines bénin émergents. C'est pour cela que, bon, ce quoi a été monté, ça c'est les rumeurs. C'est à vous de nous confirmer. Non, c'est pas à moi nécessairement de vous confirmer, peut-être d'attirer votre attention. Et si vous n'avez pas fait attention, je sais que vous êtes journaliste. Mais comment pouvez-vous comprendre? Vous avez vu l'attitude du chef de l'État pendant la campagne. Le président Yahya Boni est exécrable dans les périodes de campagne vis-à-vis de ses adversaires. Ah oui. Oui, ça c'est sûr. Il descend, il menace, il fait tout. Donc on se dit que ça amène à croire clairement que c'était une répression. Le fait que l'Alliance ABT ait soutenu Mbedji à l'Assemblée, nous devions subir une répression. Je suis de la Donga. Et je peux vous dire, la manière dont les élections se déroulent dans la Donga, ça ne se déroule nulle part comme ça. Oui. Le président tient à la Donga comme à ses prunelles. Et il pense peut-être que celui qui a la Donga va gagner les élections, même présidentielles, et je suis sûr que ça se passera comme ça. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'à la Sénat, quand vous prenez la composition de la Sénat, le chef de l'État désigne deux là. Enfin, même de par ces majorités interposées à l'Assemblée, ainsi de suite, ou par son nombre de députés, arrive à avoir des gens à la Sénat que vous sentez qui sont en mission. Et la coïncidence est malheureuse peut-être, mais elle est très grave pour la démocratie béninoise, que le président de la République soit parti à Manigri, justement, faire des meetings, menacer ouvertement et publiquement un député, le traiter de n'importe quoi devant sa population. Il a dit qu'il était corrompu, il a reçu 100 millions. Il a tout dit, mais lui ne dit pas ce qu'il a tenté avec lui. Oui, non. Si les débats poussent loin, nous allons nous parler. Allez-y, mais non, il n'est pas temps de carte sur table. Cette carte-là, laissez-la, c'est un joker, je ne mets pas ça sur la table. Oui, le moment où on sortira le joker si c'est nécessaire. Nous ne craignons personne, nous n'avons peur de personne. Mais nous regardons la paix dans ce pays pour ne pas faire poser un certain nombre d'actes. Sinon, le président de la République n'est pas Dieu. On peut l'affronter. Mais lorsqu'il descend, menace, on a l'impression qu'à ce moment-là, certains à la Sénat ne voudraient pas donner un résultat pour dire on a gagné à Manigri parce qu'ils craignent pour la foudre qui va tomber sur la tête. J'espère ça. Vous ne pouvez pas empêcher aux Béninois de voir ce qu'ils voient et de lui dire le contraire. Qu'ils ne croient pas à ce qui est évident. Ou alors qu'ils fassent des supputations. Oui. Ce qu'il faut empêcher, ce que les institutions doivent nous aider à empêcher, c'est les supputations. C'est le fait de voir une décision et de se mettre à faire des recoupements
pour finir par croire que l'institution n'était pas libre au moment où elle rendait cette décision. Et c'est ce qui s'est passé ici. Oui, c'est vrai que je reviens un peu sur cette question, c'est-à-dire le député habité Laurent Afro-Tidjani, c'est de lui sans doute que voilà, aurait refusé les 100 millions proposés par une alliance des partis politiques, dont je vais peut-être citer le nom pour éviter quelques petits problèmes, puisque nous sommes déjà sous sanction avec la matinale. Cela ressemble pas du tout au président Abdoulaye Biotchane qui, il faut le rappeler, n'était pas de casserole pendant tout le temps qu'il a passé au gouvernement. Alors, du coup, les 100 millions, il y a tellement de sous. Et le président Boni Yayi a rencontré également le président Abdoulaye Biotchane, ils se sont parlé. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la paix revient dans les deux maisons? Bien sûr, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été adversaires et chacun a assumé ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, la paix ne peut faire que revenir. Même si on évite le dialogue longtemps, même si vous faites la guerre pendant combien de temps, c'est toujours autour d'une table que finit le dialogue. Ça a beaucoup marqué le président Biotchane? Non, écoutez. Cette question... La première, ou le premier aspect de votre question sur les 100 millions, les 10 millions proposés. Vous savez, l'honorable Afo, Dieu merci, ce n'est pas un homme qui a faim. C'est un monsieur, un jeune, souvent, je dis fier de lui. Et il a suivi Abdoulaye Biotchane. Quand vous suivez Abdoulaye Biotchane et vous travaillez avec lui, vous avez même horreur. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer que vous vous engagez pour des petits sous qu'on peut vous donner et aller trahir des gens. Non, on se sent fier de ne pas faire ça. Et vous voyez, aujourd'hui, vous en parlez. Même si vous n'avez pas des éléments de preuve, vous savez que ce jeune homme a résisté à beaucoup de choses. Et il a honoré l'Alliance. Il a honoré toute l'opposition. Ce n'est pas un cadre. C'est un commerçant. Il pouvait prendre facilement les 100 millions. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et vous avez vu, tout le monde a suivi. C'est pas au Bénin, on voit des choses et on fait faire le truc, on fout la tête dans le sable et on dit non, on n'a rien vu. Non, on était tous là. Ce monsieur a suivi toutes les pressions, toutes les négociations, on lui a fait la cour. Les impôts sont passés par là. Écoutez, tout pouvait. Mais si le chef de l'État, après ça, est descendu chez lui pour le traiter de bandit de tout, parce que lui, quand vous ne le suivez pas, vous êtes un bandit. Oui, mais quand vous le suivez, vous êtes un saint. Même si du reste, tout le monde sait que vous étiez un bandit. Ici. Vous connaissez mieux le chef de l'État, Boni Yayi. Mais il nous a géré 10 ans. Comment vous pouvez dire qu'on ne le connaît pas? Si on ne peut pas connaître notre président qui nous a géré pendant 10 ans, nous sommes des moutons. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Même les moutons reconnaissent leur berger. Il y a des gens qui ne le connaissent peut-être pas du tout parce qu'ils ne veulent pas le regarder. Moi, je suis un homme politique et il est à un poste politique. Il m'intéresse plus que n'importe qui. Il gère le pouvoir, il gère la cité, il gère le bien public. Je suis allé à la politique pour regarder comment on gère le bien public, comment on gère l'argent du contribuable. Et comment on se comporte pour que la société se porte mieux, pour qu'il n'y ait pas des exemples mauvais pour le pays. C'est pour ça que j'ai été à la politique. Et donc, je connais ça. De toutes les façons, Dieu est celui qui donne le pouvoir. Nous sommes au Bénin ici, là. Il est rare de trouver des non-croyants en Dieu. Et nous y croyons fortement. Que le président peut faire toutes ces acrobaties. Si quelqu'un va être président, il n'y peut rien. Justement, parlons de l'élection présidentielle, puisque vous avez déjà donc démarré avec ce sujet-là. À quand la déclaration de candidature du président Biotchane? Mais le président Biotchane n'a pas besoin d'une date ou de déclaration. Il a toujours dit, nous, lui, les candidats. J'ai aimé un des journaux qui a fait un point là au Bénin il y a un mois. Il dit, le seul candidat qu'on connaît réellement, qui est partant et sûr pour 2016, il n'avait pas ajouté si Dieu nous y amène, c'est Biotchane Abdoulaye. Là, nous ne sommes pas stressés ni préoccupés par une date. Mais maintenant,
des gens, il y a des partis, il y a des mouvements, il y a des associations qui veulent le porter. Donc il faut trouver un jour où tout le monde en fait une sortie solennelle. Ce sera pour bientôt, ne vous pressez pas, vous connaîtrez la date. D'accord. L'Alliance des forces pour le Bénin émergent a déjà son candidat. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le choix a été porté sur le Premier ministre Lionel Zinsou. D'abord, un petit commentaire, ça vous a surpris? Oh, bon, écoutez, oui ou et non. Je n'ai pas été surpris parce que je savais que le président Yahi, de par sa nature, et en regardant les chevaux qu'il y a dans son FCBE, ne trouvait peut-être pas à l'intérieur quelqu'un de poigne pour faire face aux candidats qui s'annoncent ou aux candidats qui se sont déjà annoncés. Avec tous ces ministres-là, il y a Biola, Kouché... C'est lui qui connaît plus la valeur de chacun d'eux, plus que vous et moi. Et c'est lui qui a trouvé que parmi eux, il n'y en a pas de bon. Oui, il n'y a pas eu dans les forces Coripoint Bénin émergent un seul bon capable de faire face. C'est ça ce que ça veut dire de la part de Yahi. Mais est-ce que ce choix, c'est peut-être la pression de la France? Vous pensez que c'est responsable pour protéger les intérêts de la France? C'est ce que beaucoup de gens disent. Là. Vous pensez que c'est responsable de venir dire que c'est un autre pays qui nous a choisi notre candidat? Et puisque ça ressemble fortement à ça, puisque même au sein du FCBE, personne ne peut comprendre ça. Je serai membre du FCBE, je vais faire une déclaration. Ce n'est pas normal, même si nous ne croyons pas dans notre formation politique, nous avons dit aux Béninois que c'est une formation politique. Nous l'avons structurée, nous avons mis des responsables. Il y a eu un processus à l'intérieur de désignation du candidat. Tout le Bénin suivait. Et on savait que si ils arrivaient à désigner un candidat à l'intérieur de façon consensuelle, il va peser quelque chose. Mais tout le monde était loin de penser que ça peut être quelqu'un qui n'a jamais milité avec eux, quelqu'un qui ne connaît pas le Bénin, il faut le dire. Comme le disait quelqu'un, laissez-le à l'étoile rouge à pied, il ne reconnaîtra pas sa maison. Il ne va pas retrouver sa maison. Mais les Béninois n'ont pas frotté avec cet homme. C'est la première fois que quelqu'un va descendre peut-être dans la rue pour dire aux Béninois de lui faire confiance. À partir de quel acte posé dans le pays, on doit lui faire confiance. Si les élections devaient être comme ça, et que chacun aille chercher quelqu'un qui a peut-être l'argent ou qui peut être bien vu par des Blancs, puisque vous me parlez de la France, si c'est comme ça, alors pourquoi on anime la vie politique ici? Pourquoi on cherche à avoir des gens qui sont collés aux réalités du pays et qui peuvent anticiper ou qui peuvent comprendre même le fil conducteur? Il faut être dans la fibre du peuple pour pouvoir savoir quelle décision appropriée prendre. Ce monsieur n'a pas vécu avec nous tous les problèmes qu'ont connus les Béninois. Ils ne peuvent pas savoir quel est le parcours du matinal ici ou de Océan FM, quel est le problème qu'ils ont eu dans le temps, ni avec qui, ni avec quoi. Ils ne connaissent pas. Et s'ils connaissent Charles Toko. Pourtant, ça là, il n'y a pas un politicien béninois qui ne peut pas connaître Charles Toko. Donc, comment analysez-vous alors donc, la déclaration du président, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qui dit Lionel Zinsou a les atouts qu'il faut pour permettre à ce pays d'aller de l'avant? Je trouve ça comme une déclaration, comment vous appelez, de courtoisie. Ah oui. Oui, c'est une déclaration de courtoisie. Quelqu'un vous rend visite chez vous, si on vous tend le micro, il est là, vous ne direz pas c'est l'imbécile qui ne connaît pas la maison. Qui peut dire ça? Je ne suis pas sûr que Nicéphore Soglo, retranché au sein de CRB en plein débat, peut dire. Il n'a pas dit qu'il est l'homme, il a dit qu'il est capable. Oui, il est intelligent, il est cultivé, il est tout. Si vous lui donnez le pouvoir, il fera ce qu'il fera. Mais de là à dire le meilleur, Nicéphore n'a jamais dit ça. Et vous savez, avec Nicéphore Soglo, il faut lire entre les lignes. Allez chercher sa déclaration que vous avez publiée. Vous verrez quelque part qu'il a dit, puisque tout le monde connaît ce qu'a fait la France-Afrique ici, et vous connaissez Soglo. Il a cette subtilité de langage. Quand Soglo vous évoque la France-Afrique, il ne faut pas hésiter, c'est le crime qu'il veut vous dire. Et lisez la phrase correctement, attentivement. Puisque tout le monde sait ici ce qu'a fait la France-Afrique,
Tous les dirigeants africains, Soglo a été, il le dit tout le temps, victime de la France-Afrique. On sait que Soglo est plus proche des États-Unis que de la France. Ça, c'est vous qui savez. Mais ce qu'il sait, ce que nous savons, c'est que Soglo ne cache pas ce que la France-Afrique lui a fait. Et en Afrique, nous tous, quand on a lu les mémoires de Foucault, mais il n'y a pas quelqu'un qui ne soit pas indigné de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la gestion des relations de France-Afrique. Et que même la France Sarkozy a mis fin, a voulu mettre fin pour que les Africains ne disent pas vraiment la France là c'est de la merde. Pourquoi il y avait coïncidence au moment où Foucault publiait ses mémoires que Sarkozy mettait fin à France-Afrique. Aujourd'hui on cherche les formules pour qui peuvent remplacer ça. Mais et quand Soglo l'a évoqué, j'ai dit, ah non, il a touché le diable. Soglo a voulu faire plaisir donc à Lénin Zissou. Si vous me rendez visite, je vous fais malheur, je vous fais plaisir. Il a voulu faire plaisir, c'est mon point de vue. Ouais, c'est un pays il ne faut pas partir de quelques phrases de Soglo pour tirer des conclusions hâtives. Justement, il faut écouter également pour choisir son candidat. Il faut écouter les grands à travers, et il faut les écouter attentivement, et il faut les lire entre les lignes. Bon, c'est pas que ça amène à des interprétations, parce que la RB a des problèmes également pour désigner son candidat. On peut dire que soit ils sont en train de faire un peu la cour, le pouvoir en place. On a vu l'instabilité de la RB, de la Renaissance du Bénin pendant les 10 ans de Boni Yahi. Vous êtes dans le pays, vous voyez un peu ce qui s'est passé. C'est Hassan Sebou que vous questionnez ici, qui n'est pas de la Renaissance du Bénin. Tout à fait, mais voilà. La seule chose, si vous voulez savoir quelle est la difficulté, il faut vous adresser à eux. Mais je vous dis, je ne suis pas hors du Bénin, je regarde aussi. J'ai même des relations, puisque à l'Assemblée, c'est pas caché, nous sommes dans le même groupe parlementaire avec la RB. Et pourquoi c'est pour ça que vous me posez la question. Je ne suis pas dans le secret de leurs problèmes à l'intérieur, mais ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas que la RB. Tous les partis qui ont eu des candidats dans ce pays assez crédibles aux élections sont en train de se concerter, parce que toutes les élections se succèdent mais ne se ressemblent pas. Cette élection-ci vient avec ses particularités qui exigent de la part de chacun de nous, de chacun des partis, des attitudes d'observation avant de prendre une décision. Donc l'ARB est sûrement dans cette logique. Ils n'ont pas dit qu'ils n'auront pas de candidats, ils n'ont pas dit qu'ils auront des candidats, mais en 2011, on est arrivé à un niveau où la RBA pouvait composer avec l'UN et qui était au sein de l'UN. Donc ils n'ont pas eu de candidat, mais ils ont soutenu un autre candidat. Chacun fait son choix, c'est pas contraint. Chacun fait son choix. L'Union fait la nation, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Union fait la nation, il y a également le PRD, la Renaissance du Bénin, donc on parle toujours désigner leur candidat pour la présidentielle de 2016. C'est si difficile puisque nous sommes quand même à 3 mois de l'élection présidentielle au Bénin. Et ça vous surprend? Ces grandes alliances? Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est toujours les calculs politiques. Mais vous connaissez un politicien qui ne fait pas les calculs politiques, c'est ça? Ça continue ça fait partie. Mais il faut savoir que la vie au sein d'un parti, c'est comme la vie au sein d'une famille. Même de même père, même mère, on a parfois des ambitions, des visions opposées qu'il faut à chaque fois concilier. Et concilier les positions à l'intérieur d'une formation où chacun est libre d'avoir son ambition n'est pas une chose simple. Vous pouvez, si vous conciliez mal, vous éclatez la formation. La RB, le PRD, et tout le monde n'échappe pas à ça. Vous pouvez même faire un choix de mettre un candidat et aller au péril. Ou si vous n'allez pas au péril, vous perdrez du temps. Vous faites le calcul, comme vous dites, c'est un calcul politique. Acceptez que l'UN, par exemple, c'est un regroupement de plusieurs formations politiques qui, prises séparément avant 2011, avaient des candidats au présidentiel. Le PSD, le MADEP, Frosclé, tous ces gens-là, même le PRD qui était dedans, la RD qui était dedans, chacun a été aux élections avec un candidat et a fait une expérience. Et en 2011, ils ont estimé qu'il fallait mettre ça ensemble. Aujourd'hui, d'autres sont sortis, mais d'autres sont restés et c'est toujours le même type de force.
N'oubliez pas qu'au moment où les gens créaient leur formation politique, leur ambition c'était de prendre le pouvoir. Tout à fait. Donc, cette ambition demeure, même quand on va en alliance avec les ambitions. On se dit, il faut que ce soit nous, il faut que ce soit nous. Il faut prendre le temps de concilier. Je vous dis, laissez-les le temps de concilier. Nous n'en sommes pas à la pause de candidature. Nous sommes encore à 1 mois et quelques de la date de dépôt des candidatures. Donc, on a encore du temps. En politique, ils peuvent s'entendre la veille. L'autre fois, avant qu'on désigne Hungweji, ce n'était pas non plus facile. C'est ça. Mais ils étaient arrivés, ils étaient parvenus. Espérons qu'ils puissent remonter les choses et parvenir. S'ils ne parviennent pas à des candidatures uniques, il peut arriver aussi qu'au sein d'une formation politique, on décide de 2 candidatures. Ça dépend du calcul politique qu'on fait, comme vous le dites. Alors, dernière question sur ce volet de la présidentielle. Est-ce que le choix de Léolin Zinsou, est-ce que ça va bouleverser un peu la composition des alliances, parce que Kouché, Abiola, Toleba, Bako, Kassa ont été mis à la touche. Donc, vous qui les côtoyez, est-ce qu'ils feront vraiment le jeu du président Bouliaï pendant l'élection présidentielle? Parce qu'on attend déjà qu'il y a des déclarations qui se feront d'ici à là au sein donc même des forces pour bien émergents. Vous m'aviez demandé tout à l'heure que si j'étais surpris ou pas. Je vous ai dit. Je vous ai dit un aspect. Mais le second aspect qui fait que ça ne me surprend pas, c'est que réellement, au sein du FCBE même, il y avait des ambitions affichées et parfois même des positions strictes. Nous avons commencé à vivre ce feuilleton depuis un moment. Aken Atonde était du FCBE, il s'est déclaré candidat, il a quitté, il fait ses activités à distance, les deux Souza ont fléché dedans. Nous voyons des grands teneurs du FCBE aujourd'hui parler de façon exécrable du FCBE, même publiquement. Ceux qui ont été à la base, je connais des gens qui ont travaillé depuis 2006 autour de Yahi, mais qui aujourd'hui, quand vous les entendez, les gens comme Alexandre Outonji, c'est comme si ils ont travaillé avec le monstre et le diable. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce processus continue. À l'intérieur, il y a des gens qui sont candidats. Ils risquent de prendre leur distance, d'abord par rapport à la manière dont ils ont été traités. Vous voyez Abiola, les Bako Arifari, les Komi Kouché, tous ces gens-là ont mené une bataille entre eux depuis près d'1 an. En espérant que si on arrivait à désigner un d'entre eux, ils pourront peut-être s'entendre. Mais on est allé chercher ce qu'on appelle l'oiseau rare. Donc l'oiseau rare est venu de Paris. Et on le leur a imposé au milieu. Et ils doivent mener leur barque à eux. Même si ces gens-là ne posent pas leur candidature, ils ont un ressentiment. Nous sommes des humains. Nous sommes des politiciens et nous savons que c'est tout un rêve qu'on fait tomber pour d'autres. On ne leur a même pas demandé quelles concessions ils font à ce monsieur. Bon, donc si ce que vous annoncez peut être possible, que d'autres deviennent candidats. En tout cas, le FCBE ne part plus aux élections présidentielles en rang serré. Ça s'est déjà dispersé depuis un moment. Et peut-être cet acte va sonner encore la plus grande dispersion. On ne sait pas. Ce qu'on souhaite toujours quand on est un homme politique, c'est de ne pas voir les entités politiques exploser. Parce que ça... Oui. Honorable Hassan Sirou, et quel est selon vous le profil du prochain président de la République? Ah mais écoutez, vous cherchez un profil, c'est ABT. Je vais vous dire, le profil, il faut d'abord que la personne connaisse ce pays-là. Vous connaissez le débat qu'on a fait, j'étais à l'Assemblée, en 2005. On a tenté d'introduire dans les conditions pour être président de la République le fait de résider au Bénin au moins 1 année avant les élections présidentielles. Parce que ce n'était pas juste d'exiger ça du député. Et de ne pas l'exiger de celui qui va gérer la destinée du pays. Si on avait introduit ça aujourd'hui, il n'y aurait pas de Léolin Zinsou.
Même s'il devrait être cité, on allait batailler pour que ça ne soit pas... Parce que nous n'allons pas nous battre dans le pays, souffrir à l'intérieur de notre pays, et au moment où il faut prendre ceux qui vont nous gérer, on va aller amener à l'étranger. Je ne suis pas du FCBE, je suis béninois, je suis empêté, je suis gêné. Je trouve ça méprisant pour les Béninois. Je me sens méprisé. C'est notre chef d'État. Il y a des actes que, juste à une certaine hauteur, je ne comprends pas qu'on pose. On ne peut pas dire que nous sommes autant incapables, même s'il ne trouve pas de candidat au sein du FCBE, qu'il trouvait un meilleur quelque part à côté, il peut le coopter. Mais aller chercher, je crois que c'est d'autres calculs qu'on doit chercher ailleurs, qui peuvent amener un chef d'État à faire ça là. Je n'ai pas vu ça en Afrique de l'Ouest là. Je n'ai pas vu ça pour le moment. Hein? Que le pouvoir finissant aille chercher quelqu'un à la métropole pour l'amener ici. C'est la passion béninoise donc de gérer. Non. Pendant les élections. Non, je pense que c'est pas quelque chose de bien. Il y a pas, si un Béninois a vu ça, il a pu dormir, il n'est pas un patriote. Il doit se sentir un peu gêné. Oui, Lionel est béninois, mais un Béninois qui vivait en France depuis toujours. C'est ça. Alors, honorable Hassan Seibou, nous allons donc parler de ICC Service. Vous savez, dans l'affaire ICC Service, on le sait, le gouvernement peine à trouver la thérapie appropriée pour juguler la crise. Et le président Blaise Diagne a promis de rembourser les victimes de cette escroquerie s'il est élu président de la République. Vous confirmez une fois encore ces propos? Et comment? Je confirme absolument. Moi, j'ai eu des écrits sur ICC Service. Ah oui. Oui, peut-être vous ne l'avez pas lu en son temps. Il y a eu un rapport de... J'ai dit, l'affaire ICC Service, chacun de nous a vécu ça comme une honte ici dans le pays. Parce que des responsables au haut niveau sont impliqués dedans. L'État a une responsabilité incroyable dans cette affaire. Vous pouvez être mouvancier ou bien avoir des sympathies, mais ça ne vous empêche pas d'être objectif. Rembourser ces services, pour moi, c'est pas Pierre Tchane seulement. Quel que soit le président qui vient, il devait le faire. Pourquoi? Oui. Parce que l'État a une responsabilité directe et indirecte dans cette affaire. Le devoir régalien de l'État, c'est d'assurer la sécurité du peuple, la sécurité des Béninois en l'occurrence ici. La sécurité ne veut pas dire empêcher aux voleurs de venir voler chez vous, ou bien d'être cambriolés ou d'être braqués. Non, la sécurité, c'est aussi de faire vos activités en toute confiance. Quand on dit voici l'institution financière que vous y allez, l'État a tout fouillé pour savoir quelle est sa crédibilité avant de lui donner l'autorisation. Donc, éviter que les gens soient pillés dans leurs biens parce qu'on assure la sécurité des hommes et des biens. Si l'État a failli quelque part, il doit en assumer la responsabilité. Sur l'affaire ICC Service, non seulement l'État a failli parce que ces gens-là étaient venus avec des Colombiens, tout ça dedans, qui sont venus, on les a reçus en pompe, on les a crédibilisés. Il y en a même aujourd'hui qui ont souvenir peut-être dans leur bouche du goût, de l'arrière-goût du champagne qu'ils ont bu au palais, des caisses, certains doivent les avoir dans les caves. Ils ont reçu les produits de ICC Service au palais. Les gens entraient ça sans difficulté. Il faut même des effigies. Et dans le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité des populations, l'État a reçu les dons directs de ICC Service, comme on a des camions, des véhicules à la gendarmerie, à la police. Donc même pour assurer la sécurité des Béninois, on a utilisé l'argent de ICC Service et directement. Nous pensons que ce genre de choses, à un moment donné, ce que je veux même affirmer ici, c'est que vous avez suivi avec moi, tous les Béninois ont suivi. Le président de la République a dit à un moment donné, je reconnais que je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Allez trouver les barrières entre ces deux mots-là. De toutes les façons, ça établit que même le chef de l'État béninois a dit qu'il est responsable. Donc, l'État est responsable. Oui. Le président s'est dit la République, c'est lui qui incarne la République, mais quand il dit ce mot-là, devant les gens de ICC Service, c'est qu'il est complice.
Et comme on veut attraper quelques-uns, la justice fait son coup. On veut attraper quelques-uns, dire qu'on va prendre le bien, mais on ne peut pas prendre celui de l'État qui est aussi un complice à partir de là. Le chef de l'État, même, Yahya Boni, a été jusqu'à promettre de rembourser. Tout à fait, oui. Nous avons suivi assez de séances de travail de ministre Koupaki avec les gens de ICC Services. Tout établissait la responsabilité de l'État. Il y a eu même des ministres qu'on a mis à la haute cour de justice. Mais comment? Sur quelle base? Si c'était, on me dit souvent, c'est une affaire privée. Quand est-ce qu'on a vu les banquiers aller faire des fêtes de champagne? Pourquoi on ne prend pas des ministres si une banque est en faillite? Ici, c'est que ICC Services a été impliqué dans l'affaire de l'État. L'État et ICC Services, à un moment donné, eu cette acquaintance-là. Écoutez, vous ne pouvez pas, parce que votre père de famille ne veut pas le reconnaître, enfin, ne veut pas qu'on salisse, que son enfant adultéré qu'il a fait, quelque part, hein, cet enfant-là, issu de l'adultère, vous ne voulez pas le reconnaître dans la famille. S'il a reconnu qu'il a commis l'adultère déjà, votre famille a des responsabilités vis-à-vis de l'enfant sorti de cet adultère. L'affaire ICC Services, c'est l'adultère entre les promoteurs de ICC Services et l'État qui a conduit à cette affaire. Et nous sommes héritiers et responsables. À partir de ce moment-là, je dis, il faut être humble. Même Yahya a dit qu'il voulait rembourser. Il n'a pas voulu le faire, c'est tout. Sinon, mais comment? Quand on fait une promesse comme ça, on sait où il y a des ressources dans ce pays. J'y reviendrai. C'est pas une promesse électorale. J'y reviendrai. Oui, mais attends. Pour la également. Oui. Si aujourd'hui on est en train d'entendre ça, ce que vous dites que c'est une promesse électorale, c'est parce que quelqu'un en a fait une promesse électorale hier, le président de la République. Et il n'a pas été jusqu'au bout parce que si lui il payait, il établissait une responsabilité directe. Il devenait même, il laissait la voie de la culpabilité personnelle s'ouvrir. Il ne peut pas, il ne pouvait pas le faire. Il savait que c'était un piège pour lui-même. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la possibilité. Donc, la sortie de Séverine Laosson, tout ça, c'était du folklore. La sortie de Séverine Laosson, celle qui s'occupe. Oh, écoutez, ça c'est un volet judiciaire. Ouais. Le judiciaire établit les responsabilités individuelles. Ça va continuer. L'argent qu'ils ont pris, c'est où? Enfin, tout ça, c'est des questions. Mais ici, ce que je dis, c'est que c'est la responsabilité morale de l'État. Et à partir de ce moment-là, où des victimes, il y a eu des victimes, il y a eu des spoliés. Oui. Mais je ne comprends pas que on se dise qu'il faut les regarder comme ça. Même les sinistres, quand il y a feu dans ton cas, là, les incendies, c'est pas l'État qui a allumé le feu. Mais c'est l'État qui avait le devoir de recaser les gens de manière que quand un feu se déclenche, on puisse le maîtriser. Il y a une responsabilité. Donc l'État engage des actions sociales. C'est ça. Nous avons des gens qui ne peuvent jamais se relever de cette spoliation de ICC Services. Certains sont dans des situations incroyables aujourd'hui. Ils sont des milliers. C'est des sinistrés. L'État avait fait cette sympathie de sinistrés vis-à-vis d'eux. Mais on dit non, on va arracher les biens de ceux qui sont coupables parce qu'à un moment donné, on a voulu pousser ça dans le privé seulement. Non, nous disons à l'Alliance ABT, il y a une responsabilité de l'État. Et au vu de cette responsabilité de l'État, il faut soulager ces gens-là. Justement, comment le président Biya Tchadé compte-t-il sont payés, les pays, ces spoliés-là? Voilà, c'est le gros. C'est simple. Je vais vous expliquer. Quand une confiance est rompue entre le peuple et l'État, le développement du pays dépend par ailleurs de l'investissement des opérateurs, des petits épargnants. Mais aujourd'hui, il y a une crise qui fait que les gens ne veulent pas épargner dans les institutions, dans les banques. Aujourd'hui, même quand vous regardez, vous vous demandez si ce n'est pas ICC Services. Or, les banques financent à un niveau donné que tout le monde ne peut pas atteindre. C'est pour ça que pendant longtemps, on a fait cette affaire de microcrédit. Pas le dernier modèle politique. Non, celui même de Papemé, de Padmé qui était proche des gens. Il faut rétablir cette confiance et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que
si l'État a une responsabilité, l'État le prend sur ses ressources. Mais je peux vous dire que quand on dit, les gens disent oui, 150 milliards c'est trop. Pour le budget national qui est de 1400 milliards ou 1500 milliards, ça fait 2% du budget national sur 5 ans. C'est-à-dire 30 milliards chaque année. Et je peux vous dire que cet argent-là, moi je n'ai pas besoin même de Biotchané pour dire où on peut trouver l'argent. Et je connais Biotchané plus futé que moi parce que c'est lui qui m'a donné une idée. Je reviendrai. Prenez simplement le port. Assainir la gestion du port. Quand je dis assainir, on me dira il y a eu un temps d'assainir. Non, il y a eu un temps de faire quelques investissements. Sinon, prenez l'aspect simple véhicule d'occasion. Oui. Vous savez, quand vous prenez la facture, même que les gens puissent, c'est mon monde, je connais. Si vous prenez la simple facture que les gens payent sur les véhicules quand ils achètent les véhicules, vous verrez, depuis le temps où le PVI s'est installé, on n'a pas changé les montants ni les choses. Donc, vous verrez des rubriques fallacieuses. Tracking 5 000 par véhicule. Non, ce pays est bizarre. Vous verrez 27 000 francs par véhicule pour sécurité. Il n'y a aucune sécurité sur la route. C'est-à-dire, on a conçu quelque chose pour se partager des sous. Arrêtez le partage là, je vous dis. Vous faites une économie d'au moins 50 000 à 100 000 même par véhicule. Si on fait 30 000 véhicules par mois, ou même 20 000 au bas mot, de véhicules par mois, on se retrouve avec combien? Vous vous retrouvez avec près de 18 milliards. Ah oui? Ah oui! Bon, par an. C'est-à-dire 1,5 milliard à 2 milliards ou 2 milliards 5. Je vous dis, donnez-moi le secteur du véhicule d'occasion entre mes mains et dites, allez-y, moi je vous sors au moins 30 milliards ou 35 milliards par an. Juste pas en prenant même les ressources qui sont là, en évitant que certains montants aillent dans les poches de certains. Tout le faro que le président a fait avec l'escorte, microcrédit et tout ça, c'était venu de là. Vous vous souvenez, le premier scandale débattu à l'Assemblée sur les escortes, c'était plus de 12 milliards. En combien de temps? Non. Il y a des ressources énormes. Et je connais Biotchané plus futé que moi, plus financier que moi. La dernière fois, à sa conférence de presse, il a dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Moi, je ne suis pas agriculteur. Je suis financier. Mon travail, c'est ça. Et je vous dis que c'est faisable. Je vous expliquerai après. Mais nous au moins qui sommes avec lui, qui savons comment il peut agir tout de suite. Vous devez décider au gouvernement par rapport à ça. Écoutez, le gouvernement n'a qu'à faire. Il n'a qu'à rembourser ses services, il y a l'argent. C'est ça. Quand ils faisaient la promesse, il y avait l'argent. Ils se sont arrêtés parce qu'ils craignaient les responsabilités juridiques. Ceux qui m'écoutent ici et qui sont de ces services n'ont qu'à savoir que c'est faisable, il y a les ressources. Si on peut arrêter, si on peut rabattre les fonds là, qui sont à l'écart, qui vont dans les poches des gens. Mais je vais vous donner un exemple. Si on rabat ça, on peut faire. Et j'étais à l'Assemblée en 2001. Nous avions des problèmes au cours de l'année. Les députés avaient des exigences de fonctionnement, les budgets à compléter. On s'est dit, mais on ne peut pas gréver. Mais on est obligé d'engager des négociations. C'est ça. Alors, on a commencé à bouder. Le président ABT était ministre des Finances. Il vient à l'Assemblée. Et nous le rencontrons. Vraiment, on dit, bon, on ne sait pas ce que nous demandons là, oui, c'est vrai. Mais même si ce n'est pas maintenant, on peut nous le programmer après. Mais on ne peut pas fonctionner sans un minimum de carburant, sans un... tout augmente, ainsi de suite. Et il y avait un problème au niveau des cotonculteurs à l'époque. Ils subissaient une chute de ressources et il fallait faire quelque chose. Il nous a regardé et dit, c'est ça le problème? On dit oui. Il dit, bon, on va régler ça. Et dit, mais nous lui avons demandé, mais comment on va avoir les ressources si c'est ça notre problème? C'est moi qui ai posé la question, je me souviens. Je n'étais pas été mis candidat, ni non, on était même un peu à couteau tiré.
Et où est-ce que vous allez trouver l'argent là? Il dit non, bon, je vais vous faire un collectif budgétaire et je vais vous dire où on va trouver les ressources. Avec toujours son sang-froid là. Et quand on a insisté, il a dit non. Milliards de moyens, l'État, vous parlez de l'État là. Sur place, il me dit, bon, écoutez, nous allons élever une taxe sur la cigarette. Ah oui. La cigarette était en train d'être prohibée. Mais pour la même année, il a prohibé à l'époque, c'est de prendre. Il dit, bon, on met une taxe et on l'élève de 5%. Ah bon? On peut faire ça? Il dit, mais pourquoi on ne peut pas faire? C'est un but, non? Vous avez voté une loi sur la cigarette. Deuxième chose là, il a élevé les taxes sur les activités financières, 0,1 ou 0,1%. Vous connaissez, c'est des impôts indolores là. Hein? Vous allez à la banque sur les activités financières, sur les transferts, c'est des riches. Voilà. Ah, oui, c'est le monde des riches. Oui, tout à fait. Ouais. Il connaît. 0,1%, je ne sais plus, ou quelque chose comme ça. Et après, il dit, bon, ok, les véhicules d'occasion qui sont là, les sociétés qui sont là, c'est des Libanais qui viennent, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils ne payent pas les impôts, ils vendent, ils s'en vont. Alors, je vais mettre un acompte forfaitaire, 50 000 francs par véhicule vendu, comme acompte d'impôt. Si le gars paye, s'il déclare tout, après on va lui faire une situation, on va faire les compensations. Les ressources rassemblées faisaient plus de 5 fois ce que nous demandions. Elle dit, ah bon, non mais attendez, c'était sa réponse. Peut-être il l'a oublié, mais moi j'ai jamais oublié. Et il a dit, c'est mon boulot, c'est mon dada. Cette fois-ci, c'est question de chercher l'argent dans le pays, je peux. Sur le plan international, c'est mon travail. Posez-moi le problème et nous allons le résoudre. Le jour où il a dit, je vais rembourser ces services, il a dit, les gars, il a déjà où il a l'argent dans ce pays. Mais moi, je sais qu'il sait que l'assainissement du port est le premier point. Et parmi les assainissements, ne serait-ce que le véhicule d'occasion seul, je dis, sur 5 ans, on va payer cet argent-là. Sans toucher à ce qui rentre régulièrement là au budget de l'État. Mais vous donnez des idées donc au pouvoir en place. Il nous reste 5 minutes puisque à 10h10, nous allons commencer à recevoir les auditeurs pour poser donc quelques questions. Je disais toujours par rapport à ici, est-ce que vous connaissez à peu près le nombre? Parce que il y a des gens qui n'ont même pas fait des déclarations, ils sont venus déposer les sous à ICC Services. Comment vous allez gérer tout ça? Mais c'est très simple. Ouais. C'est pas une affaire. Je peux me lever aujourd'hui pour dire que j'ai même. Oui, c'est ça. C'est pas une affaire qui tombe de nues. Il y a eu un travail qui a été fait. Si aujourd'hui nous parlons de 150 milliards et non de 200 ou 100 milliards, c'est qu'il y a des données. C'est que ces gens-là ont archivé ce qu'ils ont fait. Et la justice a récupéré les archives et tout. Donc on connaît c'est qui et qui. Nous n'allons pas nous lever et dire, Bénino à celui qui se sent spolié, simplement viens au KPFM, mets-toi en rang et puis on va te donner l'argent. Non, nous allons chercher. C'est un travail, c'est sur la base d'un travail, ce n'est pas une affaire anarchique. Ce sera vraiment ceux qui avaient déposé et qui avaient des problèmes qui y seront. Mais cet aspect-là est en train d'identification, doit être déjà poussé au niveau de l'appareil judiciaire. Ça, nous ne venons pas pour dire, nous voulons établir la responsabilité de qui a fait quoi. Non, ce que nous disons, il faut soulager les peines d'abord, après nous allons régler l'autre. Si nous arrivons à récupérer assez pour rembourser l'État, l'État va récupérer. En ce moment-là, c'est une récupération d'une dette de l'État. C'est ce que nous voulons en faire. Donc, ce n'est pas en l'air. Et puis, vous voyez, quand on dit, on ne peut pas laisser cette affaire-là à la voie judiciaire à elle seule, telle que ça se passe. Sinon, on a même récupéré des montants, c'est combien, vous ne savez pas. Personne de nous ne sait. Même si on vient nous le dire, le fonctionnement même de l'appareil judiciaire pour récupérer cet argent bouffe déjà une bonne partie de l'argent de l'État. Combien on a mis, allez demander combien on a dépensé depuis qu'on instruit ce dossier-là et où est-ce qu'on en est. Donc, moi, ce que je veux dire, ce sera insignifiant de compter sur les ressources seront insignifiantes si nous voulons les attendre de l'appareil judiciaire seul. Mais il y a une seule chose, nous ne rentrons pas dans la logique du rond-gauche. La responsabilité de l'État est claire. Je vous ai dit, notre père de famille a fait l'adultère avec quelqu'un. Nous ne voulons pas en parler. Ce n'est pas lui, nous voulons
pas poursuivre cette affaire-là, mais nous voulons reconnaître que l'enfant qui est né de cet adultère-là est notre responsabilité et qu'il faut le régler. C'est ça. Donc pour moi, dans le dossier CC Service, c'est carrément une affaire sociale. C'est carrément une affaire sociale. Il ressemble à des gens qui ont perdu leur maison dans l'inondation, dans l'incendie, dans tout ça. Ils ont perdu certains plus qu'une maison, plus que où dormir. Certains sont sûrement dans la... Il y en a, vous savez, qui ont été paralysés à cause de ça, jusqu'à aujourd'hui. Ce sera l'un des thèmes de campagne de Biotchane. Non, mais écoutez, faites-en ce que vous voulez, mais ce que je vous dis, nous, c'est quelque chose que le président ABT veut régler. C'est ça. Il a dit, donnez-moi le pouvoir, mais je règle ça, parce que c'est une honte pour l'État. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a des moyens d'y arriver. Il a dit, dès que je prends le pouvoir, c'est l'une de mes actions. Quelqu'un m'a dit, mais comment vous pouvez, ce n'est même pas dans le budget. Je lui ai dit, c'est ne pas connaître le système budgétaire dont lui-même il parle. Quand on prend le pouvoir, en 2016, quel que soit le président qui va arriver, il est obligé de demander un collectif budgétaire pour cadrer le budget avec ses priorités à lui. Donc ça, ce n'est même pas un point. C'est seulement l'Assemblée nationale qui, si on inscrit, peut dire non, je refuse d'attribuer l'argent pour ça. Mais la volonté du président Abdoulaye Biotchane est très claire là-dessus. Et moi, je partage ça fermement. J'avais déjà dit que le président de la République, le gouvernement, je l'ai écrit quelque part, a une responsabilité éternelle sur cette question. Tout à fait. Bon, mais honorable Hassan Seydou, il est 10h10. Vous allez peut-être revenir en conclusion sur l'aspect de ICC Service. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en compagnie depuis 9h05 de l'honorable Hassan Seydou, député donc, des 3e et 4e législatures, conseil politique du président Abdoulaye Biotchane. Nous sommes maintenant au 65 00 24 24 et puis au 21 33 4 19, voilà les deux numéros, qui vont marcher pour le compte de cette émission. Je ne sais pas si déjà de l'autre côté de la belle vitre et Luc, si nous avons déjà des auditeurs en ligne. Auditeurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Oui, moi on m'appelle Afosobé Armand. Armand Afosobé. Oui. Allez-y pour votre préoccupation. Oui, d'abord je salue votre invité, l'honorable Hassan Seydou. Oui. Et je salue vous-même. Merci. Qui anime l'émission. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Moi, j'appelle en tant que victime de ICC Service. Ah oui. J'appelle en tant que victime de ICC Service. Où j'ai tout ce que j'ai économisé dans ma vie, j'ai mis dedans. Et que j'apprends qu'un candidat potentiel, un homme de parole, qu'on appelle Abdoulaye Biotchane, qui va rembourser, et que ça gêne les gens, moi je ne comprends pas, nous les Béninois. Je ne comprends pas. Le président Abdoulaye Biotchane a dit, je vais indemniser les victimes de ICC Service. Mais en réalité, la question que moi je me pose, et que je m'avais vous poser, et je pose cette même question à votre invité, qu'est-ce qui gêne les Béninois aujourd'hui? Qu'est-ce qui gêne même les journalistes qui en parlent, qui disent qu'ils ne peuvent pas le faire? Moi, je ne sais pas. Le président Boya l'a dit, mais s'il l'a fait. Donc, nous sommes dans notre rôle de poser des questions donc, aux invités. Le président Boya l'a dit, il ne l'a pas fait. Donc, permettez-nous de poser la même question donc, aux invités pour dire est-ce que vous allez le faire? C'est normal, nous sommes dans notre rôle. Je vous en prie, monsieur Armand Afosobé. C'est tout à fait normal. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas comparer le... Non, mais nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas comparer, mais nous posons des questions maintenant à eux, donc d'agir en bonne et due forme. Donc, nous sommes dans notre rôle. De toutes les façons, nous sommes aussi les victimes. Et nous sommes contents. Et depuis que le président Abdoulaye Biotchane a annoncé ce coup dans l'opinion nationale, je vous apprends que ça a pris. Ok, mais c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite, monsieur Armand Afosobé, parce que je l'ai dit dans mon introduction, le président Biotchane n'a pas traîné de casserole au sein du gouvernement de l'écoute, donc c'est quelqu'un qui tient parole. Donc laissez agir, on va voir comment ça va se passer. Donc ne critiquez pas les journalistes s'ils ont fait ça. Merci pour votre appel. Second auditeur, bonjour.
second auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. On m'appelle Boudiaman Jules. Ah, Boudiaman Jules. Voilà. Oui. Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai une seule préoccupation. C'est de vous demander, vous, proche du président Abdoulaye Biotane, à mettre tout en œuvre pour amener notre peuple à comprendre le président Abdoulaye Biotane qui dit que il peut payer, rembourser ICC Service. Moi, je crois en lui. Il peut le faire. Parce que techniquement, il avait démontré ses preuves. Lorsqu'il était ministre des Finances pour ce pays, il avait bien géré ce pays. Et dans ce sens, on peut, les Béninois, je demanderai aux Béninois de le croire. Et non seulement ça, voilà l'homme, Abdoulaye Biotane, qui est conseiller technique pour plusieurs chefs d'État africains et mondiaux. Alors, je dis, ce n'est pas que je ne suis pas en train de lui faire de la campagne par rapport à ce que M. Boni Yahi avait promis. Je dis, lorsque on n'a même plus retrouvé les fonds saisis par perquisition, les fonds n'existent plus. Je dis, si c'est l'homme Abdoulaye Biotane, il en ferait mieux que ça. Voilà. Nous avons le devoir de le croire. Deuxième préoccupation, rapidement, mais c'est tout. Deuxième préoccupation, oui. Je voudrais tout simplement amener les acteurs, ceux qui assistent M. Abdoulaye Biotane à prendre beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que l'argent a dévoré le sort du Bénin en matière électorale. Vous avez vu, dans ce pays, je ne comprends pas. Nous sommes à risque d'obtenir la République des hommes d'affaires. Voilà. Merci, monsieur Gilles Aboudiaman, pour votre intervention. Nous allons prendre un troisième auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? On m'appelle Innocent à tout le plaisir. Innocent. Oui. Ok, allez-y pour votre préoccupation. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Oui, moi j'ai deux questions pour vous. Oui, allez-y. Par rapport à la déclaration de M. Martin Rodriguez sur certains opérateurs économiques, je vous ai appelé les noms. Que pensez-vous sur cela? Par rapport à faire de l'ICC, vous êtes sûr, si votre candidat est le président de la République en 2016, il va payer, et c'est des promesses électoraux. Si vous êtes sûr, on va noter la date à partir d'aujourd'hui. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui avec cette affaire de l'ICC, c'est très grave. Monsieur le journaliste, j'ai une question pour vous. Oui. Lorsque l'émission est venue, oui. Il s'agit de poser des questions. Vous êtes écouté par 4 personnes. Vous parlez de qui? J'ai dit, votre émission est écoutée par les grandes personnes. Tout à fait, oui. Maintenant, si un auditeur vient dire je supporte, je suis là, on pose des questions. Votre émission, c'est pour poser des questions. Si quelqu'un vient pour dire je soutiens tel candidat là, vous venez seulement. C'est là maintenant, il y a des gens qui supportent des candidats, qui font la propagande. Nous ne voulons pas ça. Votre émission est suivie par tout le monde. Ouais, vous savez que l'émission Casse et Table reçoit toutes les sensibilités politiques. Je crois que c'est pour la première fois que ce tuteur appelle sur ces antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, à qui avons l'honneur? Jano Sosamine. Jano Sosamine. Allez-y très rapidement. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Sosamine. Merci bien, monsieur l'invité. Je suis très fier de vous. Mais j'ai deux questions à vous poser, monsieur le journaliste et monsieur l'invité. Pensez-vous que les fils et filles du Colline Papati, en tout cas dans le Nord, vont accepter suivre bêtement le candidat posé par le président de la République? Moi, je ne crois pas. Même, je veux savoir de votre bouche, car je sais, mes frères nordiques, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont sûrs de supporter ce monsieur que le président leur a donné, malgré que les Kassas,
Madame, si les là sont là, on a passé ce monsieur. Ok, ma deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, êtes-vous sûr que le président avec Biotchalé, quand il sera élu, va payer les 100 milliards de ICP? C'est tout ce que le peuple béninois veut savoir. C'était Jeannot Sosaminou. Excellent week-end à vous. Merci Jeannot Sosaminou. Dernier auditeur en ligne pour cette émission. Bonjour. Alors bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Merci à qui à vous l'honneur. Monsieur Tobi, vous savez qui attend dans votre. Oui, ok. Monsieur Tobi. Moi, j'ai deux préoccupations. Oui, allez-y. Moi, j'aurais souhaité que le président Abdoulaye Biotchalé ajoute à sa promesse l'annulation du concours frauduleux que nous décrivons jusque-là et que le chef de l'État nous dit jusque-là ne prend aucune décision. Parce que moi, j'aurais souhaité qu'on ne va pas continuer avec des concours frauduleux dans ce pays. Il faut permettre aussi aux enfants des pauvres de réussir au concours. La seconde préoccupation, jusque-là, après ça relève de l'ambigu parce que personne ne connaît exactement le montant. Pourquoi les gens cachent le montant? Ils n'ont qu'à dire ce que ça vaut. Et votre invité a dit tout à l'heure que la justice a les données. Ils n'ont qu'à payer, on constate que c'est 100 milliards, 200 milliards, et que celui qui viendra au moins aura les 200 milliards à décaisser. Merci beaucoup et bonne journée à toi. Merci M. Samuel pour votre intervention. Voilà, et il est 10h20 dans nos studios. Honorable Hassan Sidou, voilà donc les différentes questions. Voilà, Ama Fossobé, voilà, il a posé des questions. J'espère que vous avez noté un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Nous allons commencer donc par M. Ama Fossobé. Ok, merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont appelé pour leurs questions pertinentes et même parfois leurs contributions. Oui. Sur l'intervention de Armand Afosogbe, c'était le premier qui demande ce qui gêne les Béninois. Ça, c'est une question intéressante, même si, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait une allégorie. Le chef de l'État a derrière lui des inconditionnels aussi. Quand on dit les Béninois, c'est nous tous, chacun s'exprime dans la rue. Mais quelqu'un qui a son problème, est-ce qu'on a questionné les gens de ICC Service pour savoir s'ils sont mécontents de quelqu'un qui a pensé à leur problème? Mais nous dépassons ce niveau d'intéressement des gens de ICC Service pour aller dans le sens de l'État. Yes. Ce que ça gêne, ça ne peut que les gêner. Nous sommes dans une période où des jeunes peuvent provenir juste de ce qu'on pense que peut-être cette promesse-là va donner avantage à tel candidat, c'est pas mon candidat, on raconte tout ce qu'on veut. Mais nous ne sommes gênés par rien de cela. Que les gens veulent ou qu'ils ne veulent pas, si ABT prend le pouvoir, ce que nous disons, s'il prend le pouvoir, il s'engage à rembourser ou à indemniser, comme on dit, les victimes de ICC Service. Certains m'ont demandé si je suis sûr. Si on n'est pas sûr, on ne viendra pas ici. Et je vous dis, si un aveugle dit qu'il veut vous lancer un caillou, c'est qu'il a le caillou sous son talon. Nous allons rembourser ICC Service, nous savons. Je vous ai donné ne serait-ce qu'un petit aperçu de quelque part où là, il y a de l'argent en désordre que les gens sont en train de détourner, de se partager sur le dos du peuple. Prenons cet argent-là, empêchons que ça aille dans les poches. Le port, lui seul, reçoit parfois, malgré cela, le port reçoit près de 18 milliards par an ou 17 milliards par an de subventions de l'État. Encore. Oui. Ces subventions-là vont à qui? Il faut étudier ça. Pardon. Il faut étudier ça. Et vous verrez que nous savons ce qui se passe et nous savons que prendre ça et aller indemniser les gens qui sont victimes, il y aura même plus d'argent que les 150 milliards qu'on nous dit. Oui, quelqu'un m'a dit dedans, si le montant, il faut le publier, je crois que c'est le dernier, hein, oui, monsieur Toviu, oui, c'est ça? Oui, voilà, Toviu. Qui disait il faut publier le montant. Le montant est toujours au niveau, de toutes les façons, on ne se lèvera pas nous pour dire un montant. Tout le monde sait qu'on véhicule un montant de près de 150 milliards de toutes les façons. La justice aussi, c'est ça. Ce n'est pas. Et la justice, quand elle instruit un dossier, ne publie pas, parce que chaque jour, il lui vient encore peut-être des pans du dossier
Est-ce que les Béninois ne se demandent pas pourquoi jusqu'ici on n'a pas jugé publiquement ce qu'on a dit initiateur de ICC services dans le pays? Pourquoi on ne les a pas jugés publiquement? Qu'on les juge maintenant et on va entendre. Est-ce que c'est la justice qui Parce que tout le monde a peur qu'on juge cette affaire-là, parce qu'ils vont parler. Et ce qu'ils vont dire n'est pas bon. Nous ne voulons pas, je vous ai dit, si notre père de famille a fait l'adultère, nous ne voulons pas trop en parler. Lui-même, si on dit qu'il a fait des promesses et vous le répétez, vous les journalistes, vous venez de le dire, il y a eu un promis, il n'a pas fait. Oui, mais s'il continuait ce dossier-là, c'est son adultère qui devait être mis en place publique. Et ça, il ne va pas continuer. Nous n'avons pas fait cet adultère, on n'a pas peur d'aborder ça. Personne ne nous dira que c'est le pouvoir, c'est notre pouvoir ou c'est quoi qui a été responsable. Mais nous voulons ramener l'image de l'État à ce qu'il était. Le second, je ne l'ai pas noté, mais il parlait de... ABT a fait ses preuves. Oui. Au Bénin, il n'y a pas quelqu'un qui ne le sait pas. ABT a été, pendant 6 ans, au niveau du Fonds monétaire, le chargé du FMI pour l'Afrique. Donc, un peu un mécanicien des appareils de développement des pays africains. 44 pays ont été assistés par lui et aller demander à un seul pays s'il met pied, s'il n'est pas une personnalité attendue pour ses conseils. Aujourd'hui, il vit de ça. Il vit de ces conseils-là. Il a son entreprise, il a son cabinet qui est très sollicité de par le monde. C'est ça. Bon, beaucoup de courage, oui. Je remercie celui qui l'a dit. Nous en avons besoin parce que même quand vous dites la vérité dans ce pays, on ne veut pas vous croire. Plus forte raison, lorsque vous avez accompagné un candidat aussi crédible que Biotchane. Je crois, si les Béninois doivent être honnêtes et on doit noter les candidats sur papier, moi, mon candidat sera le meilleur des meilleurs. Déjà. Mais il y a Innocent qui a dit qu'il prend date. Je veux prendre date avec lui à partir d'aujourd'hui. Que si ABT prend le pouvoir, que tout le monde m'entende. ICC services, nous allons rembourser. Nous allons effacer cet affront de l'État. Cette plaie, nous allons la soigner. C'est une plaie qu'on ne veut pas traîner pour laisser Nous voulons ramener la confiance. Nous voulons investir dans des gros projets et mobiliser l'épargne publique, l'épargne de la rue. À partir de ce moment-là, il nous faut ramener la confiance. Il faut montrer que nous ne venons pas faire la même chose que les autres. Nous venons rassurer. Et quand nous sommes responsables, l'État doit être en face de sa responsabilité. Des choses doivent changer dans ce pays pour que nous ayons un pays digne. Bon, il a dit ce que Rodriguez, qu'est-ce que je pense de ce que Rodriguez a dit. Bon, il ne m'a pas rappelé la partie de ce que Rodriguez a dit pour que je puisse me prononcer. Je ne veux pas faire une spéculation. Mais bon, je sais que Rodriguez a critiqué un certain nombre de choses concernant certains candidats, dont Patrice Talon. Bon, vous savez, nous regardons ça tous. C'est des événements nouveaux pour nous dans le Bénin. La candidature des hommes d'affaires qui sont en affaires avec l'État. Et ils se connaissent. Ils se font la guerre. Ça, c'est une guerre normale. Surtout entre les financiers, c'est une guerre très difficile, plus que celle même des hommes politiques. Eux, souvent, ne s'arrangent jamais. Alors, Rodriguez a dû en sentir le danger pour lui-même et pour peut-être les intérêts. Ses propres intérêts aussi. C'est ce que j'ai dit. Pour ses propres intérêts, il se sent en danger si ce monsieur vient au pouvoir. Et puis bon, entre eux, vous entendez des choses. On dit que quelque part, c'est toujours des rumeurs. Excusez-moi de relayer ici ce que j'entends. Nous sommes dans le milieu politique où on dit qu'Adjavon est candidat parce que Talon est candidat. Ça veut dire qu'il y a une guerre de tranchées qui est déjà déclenchée. Et que bon, nous craignons souvent qu'à l'arrivée, que si un d'entre eux passait, que l'autre lui fasse la guerre jusqu'au bout, la guerre des moyens. On l'a vu entre Yahi et Talon. Ça a conduit à des dossiers qui sont
qu'on ne souhaite plus vivre parce que parfois certaines choses même frisent la honte nationale. Nous sommes tenus par le temps, honorable Sani Seydou. Il nous reste 2 minutes pour finir cette émission. Rapidement, il y a M. Janou qui pose le problème de Zissou. Oui, est-ce que Zissou sera accepté dans le Nord? Je crois qu'il ne faut pas poser le problème en termes de Nord. Ça va friser le régionalisme. C'est ça. Il n'y a pas une région dans Zissou. Écoutez, Émile Delin Zissou a eu ses meilleurs scores à Djougou dans le passé. Les gens du Nord ne sont pas comme ça, comme vous croyez. Mais ce qui est certain, c'est la question de la connaissance qui va se poser. Est-ce qu'ils connaissent cet homme-là? Le président Yahi Boni, avant de venir, malgré tout ce qu'on avait, il y avait assez de doutes au départ, en 2005. Pourtant, il a travaillé 3 ans. On le sentait marteler le terrain. Il allait tout le temps. Il a connu les Béninois, ils l'ont connu avant de... Mais bon, ici, même les proches collaborateurs du chef de l'État s'en méfient. Et vous-même, toutes les questions que vous nous avez posées prouvent qu'il y a quand même une certaine crainte, pas une adhésion totale. Vous avez cité même des noms que vous craignez voir dans la rébellion. Jeannot a cité des gens qui pouvaient être dignes de porter le flambeau du FCBE et que ça n'a pas été fait. Le vrai problème que Zissou aura, ce sera d'abord, c'est la proximité avec le peuple. Et vous allez voir qu'il y aura des tournées pour se promener et le présenter. C'est aujourd'hui qu'on doit le présenter au peuple dans ces régions-là. Certains ne l'avaient jamais vu. C'est peut-être la première fois qu'ils vont le voir. Et on leur demandera donc de voter pour lui le lendemain. Chacun choisira par rapport à ça. Il y a M. Samuel qui demande l'annulation du concours d'appel. Est-ce que vous... Oui, mais le président Blaise Diagne a l'habitude, moi je suis à côté de lui, on tourne tout le temps, et puisqu'on n'arrive pas à avoir toujours la couverture de presse comme il faut, ça coûte beaucoup trop cher maintenant, et il faut aussi... Vous avez les moyens? Non, mais c'est pas, on n'a pas le moyen de tout. C'est ça. Il dit souvent, on ne peut pas être dans un pays où vous allez payer la scolarité de votre enfant, payer cher. Le Béninois investit son argent sur son enfant. Si vous voyez les montants faramineux que chaque père de famille investit sur ses enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, c'est énorme. Nous sommes tous ici, nous connaissons ce que c'est. L'État aujourd'hui même n'est pas aussi engagé que quand mon temps, moi, quand j'allais à l'école. Et avant moi, l'État était encore plus engagé. Aujourd'hui, il y a un désengagement presque progressif parce que le coût devient élevé. Et il dit, on ne peut pas payer tout ça. Et au moment où votre enfant va chercher du travail, qu'on lui dise qu'il nous faut certaines acquaintances ou certaines proximités, ou que vous ayez l'impression que si vous n'avez personne, votre enfant n'aura rien. Au Bénin, c'est ça qui est développé aujourd'hui. On ne peut pas continuer avec ça. Si c'est annuler ce concours-là, mais dès qu'il y a des éléments, moi je sais, vous connaissez Abdoulaye Tchane dans ce pays, il a fait ses preuves. Dès qu'il y a des éléments qui prouvent qu'il y a de fraude ou qu'il y a de favoritisme, ce sera sans appel, ce sera automatique qu'on va l'annuler. Nous sommes tenus par le temps, vous savez, la radio, puisque après moi, et donc il y a une autre émission, c'est la fin de cette émission Cas sur table, s'il vous plaît, 30 secondes, rigoureusement pour votre mot de fin. Bon, je veux dire aux Béninois qu'il faut rester serein. Et il faut être responsable. Plus que jamais, dans cette élection qui vient au Bénin, nous aurons la réponse à 2 questions. Faudra-t-il être riche pour être président? Ou faudra-t-il compter sur la politique pour être président? Nous aurons cette question-là. Mais il y a l'autre chose sur laquelle je veux inviter le public ou l'opinion, les auditeurs qui m'ont suivi aujourd'hui et même tout le Bénin. La question de remboursement des ICC services n'est pas pour nous ni un doute, ni quelque chose qu'on peut chercher à nous raisonner là-dessus. Nous voulons le faire, le président a été si engagé et ça va se faire.
Donnez-lui le pouvoir et vous verrez. Eh bien, merci. Honorable Hassan Seibou, conseiller politique du président Blaise Biotchani, était l'invité de cette émission 4 sur table de ce dimanche 29 novembre de l'année 2015. On retient tout simplement que l'Alliance pour un Bénin triomphant va rembourser donc les victimes de ICC Service à travers bien sûr le président Biotchani. S'il est élu donc le 6 avril prochain à la magistrature suprême. Honorable Hassan Seibou, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. J'ai apprécié votre compagnie et merci pour les auditeurs qui m'ont suivi. Merci, c'est réciproque. Avec patience. Oui, c'est réciproque, hein? Tout à fait. À la technique, Luc Koubé-Medou, voilà. À la caméra, c'est Semiat Yessoufou. À la participation, c'est également Chantal Sessou. Il y a une horde de techniciens de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à tous ces techniciens, à tous ces monteurs. Présentation Hospice Colline de Derabo. Merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention. Retrouvez-nous dimanche prochain avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Carte sur table.